Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro du MS Show. Je suis ravi de vous accueillir. Aujourd'hui, exceptionnellement, je vous reçois tout seul puisqu'Anissa est partie en vacances, des vacances bien méritées. Elle m'a chargé de vous dire un grand célèbre et elle m'a chargé également de vous dire de vous abonner, de partager, de liker et tout ce qu'il faut. Et elle sera de retour parmi nous à la rentrée. On lui fait tous un gros bisou. Voilà. Mais aujourd'hui, je vais recevoir un sportif de haut niveau. On va retracer un petit peu son parcours de son enfance dans les Ardennes jusqu'au titre de champion du monde amateur de MMA. J'accueille Sofiane Aïssaoui. Salam Sofiane, comment tu vas? Ça va quoi, bien? Ça va, Tranquille. là et toi? Ça va, alhamdoulilah. Ça va, t'es bien installé? Très bien, comme à la maison. Voilà, bah écoute, c'est un honneur de te recevoir. Merci. Moi, comme beaucoup, on est friands de sport de combat. Ouais. On va retracer un petit peu ton parcours de sportif. Parce que tu as commencé très tôt, tu as commencé à l'âge de 4 ans par le judo, le karaté, C'est ça. jusqu'à 22 ans. Ouais, c'est ça. À 22 ans, tu fais tes débuts en MMA, ça a été des débuts fulgurants puisque 6 mois après ton entrée en MMA, tu rentres dans de grandes compétitions. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi et comment ça s'est fait, pourquoi aussi rapidement? Bah, en fait, donc moi j'ai commencé par le judo, où j'avais un certain niveau, mais pas un niveau exceptionnel non plus pour pouvoir percer à l'international. Et on était avec, comme beaucoup de jeunes, friands de bagarre dans les quartiers, t'as vu? Tu connais. On aimait bien ça. Et c'était l'époque du MMA, de l'UFC qui commençait à bien monter. À l'époque des Crocop, Exactement. des Vanderlei Silva. et Vanderlei compagnie, c'est ça? Silva, Anderson Silva, ça pétait, tout le monde connaissait, enfin tous ceux qui aimaient les sports de combat en tout cas connaissaient un peu ces personnages et on voulait tous un peu s'identifier à eux et dans le quartier on s'amusait à faire la bagarre et avec mes frères et avec d'autres gars du quartier on se disait tiens on va parier un kebab, on va parier des conneries en fait. Et le perdant, il payait. Et le perdant c'était lui qui payait, Tu t'es fait inviter souvent ou pas? souvent. Bon, bah voilà, si on peut allier l'utile à Souvent, l'agréable, souvent. hein, t'as vu. Et donc, par la suite, je prenais plus forcément de plaisir dans le judo, que ce soit à m'entraîner ou à donner cours. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer ça en fait. Donc, j'ai été m'inscrire dans un club à Reims, vu que je faisais à l'époque mes études à Reims, à la fac. Et je me suis inscrit dans un quartier, dans un petit club de quartier. Et je me suis fait défoncer. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Comment ça a été les débuts? T'arrives dans une salle où t'as déjà des combattants aguerris, t'arrives toi avec ta petite expérience de judoka. C'est deux mondes totalement différents. Comment l'adaptation s'est faite? Catastrophique. T'as mangé, hein. J'ai mangé, mais j'ai mangé salement. Je me suis fait défoncer par les mecs les plus nuls de la salle. Ouais, ce qui Et en fait, le premier entraînement, quand je me fais défoncer par le mec le plus nul, je me dis, si lui a réussi à me battre sans connaissance bien particulière d'un sport bien précis, en sport de combat, c'est que ce sport, il a un truc de ouf. Donc je me suis intéressé et au fur et à mesure des entraînements, pratiquement plus personne ne me battait en fait dans la salle. Ouais. Et donc du coup, j'ai saoulé mon entraîneur au bout de 2 mois à faire un tournoi sur Paris, à Mantes-la-Jolie. Et t'as senti prêt, lui, au bout de 2 mois? Ah, il voulait pas. Voilà. Il voulait pas. Putain, Il voulait pas parce que c'était trop dangereux. On va pas se mentir, c'est un sport qui est pas anodin. On joue pas à la pétanque. Ah, bien sûr. On prend des coups. On part faire un sport qui va nous détruire. Et donc du coup, il n'était pas spécialement attiré par ce projet en fait. Il voulait pas être responsable d'une Ouais. éventuelle galère qui aurait pu t'arriver dans la cage. Et c'est légitime. Ouais, et bien c'est sûr. légitime. Bah, c'est tout à son honneur même. Exactement. Il y en a qui sont peu scrupuleux, qui n'auraient pas hésité à te mettre sur le... Complètement. On est allé ensemble, il m'a accompagné et le tournoi se passe bien jusqu'en finale où je perds sur une blessure par manque d'expérience. Ton premier tournoi? Mon premier tournoi. Je fais premier combat, je le gagne par KO. Deuxième combat, je le gagne par soumission. Et troisième, la finale, je perds par blessure. En fait, je pouvais plus combattre. Et toi, donc, quand tu fais ce tournoi, malgré les réticences un petit peu de ton coach de l'époque, Je l'ai saoulé. ouais, voilà, tu l'as saoulé. Ouais. Et quand tu fais ce tournoi, est-ce que toi, ça te confirme? Tu te dis, ça se fait pour moi. Ouais. Premier tournoi comme ça. Ouais, Et de ouf. ça veut dire que tu avais quand même certaines aptitudes. Est-ce que tu avais travaillé, par exemple, le grappling? J'avais des aptitudes de judoka. J'étais fort au judo et j'étais très fort au sol. Ouais. Donc du coup, je me suis servi beaucoup de ça. Je me suis fait une stratégie par rapport à ça. Et le déclic, je l'ai eu au premier combat. Je gagne. L'arbitre, il me lève la main. Et je sens que pendant le combat,
chaque coup que tu mets ou que tu prends, t'entends le public qui crie. Ouais. Tu vois, c'est un délire quand même, c'est quelque chose. Ouais, ça, Et c'est quand tu impressionnant. gagnes, t'as les gens qui crient. Je me dis, ouais, t'es matrixé par ce sport quand tu y as goûté, Ouais. t'as vu? Et, euh, et malgré la blessure de fin de tournoi, qui m'a quand même handicapé pendant plusieurs semaines, C'est pour cette raison que tu perds la finale. ouais. Ouais. En fait, Blessé sur manque un de tour précédent, Ouais, non, c'est pendant la finale en fait. pendant la finale. Manque de connaissances techniques. Je prends 3 coups de pied, ce qu'on appelle des low kicks, 3 coups de pied dans les jambes. J'ai aucune technique de défense. Ouais. Donc du coup, je mange les coups de pied comme il faut pas les manger. Et donc du coup, rupture du ligament latéral externe. Donc c'est le ligament qui permet de tenir en équilibre. Ouais, ça veut dire que même la blessure, tu as commencé déjà Ouais, le top de la blessure, quoi. top. C'est pas une entorse. Ouais, voilà, ouais, t'as commencé fort. Et donc du coup, Pardon. j'ai kiffé ce sport après ça et je vois quelques semaines plus tard, je vois un catalogue qui s'appelle à l'époque Fight Sport, je crois, si je dis plus de bêtises, qui est actuellement maintenant Karaté Bushido ou un truc comme ça, je ne veux pas dire de bêtises. Je connais. Et donc du coup, c'est écrit sélection équipe de France de MMA, UFC amateur, Las Vegas. Voilà. Et là, bon, là, une sélection, tu les passes, J'y vais, tu les réussis. le matin, donc il y a une présélection, préparation physique. Dans ma catégorie de poids, on a à peu près une vingtaine, 20, 26. Déjà, le matin, ils ont écrémé. Les plaques n'étaient pas prêts physiquement, ça dégage, d'office. Donc, je passe les premiers tests. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces tests? Ils vous ont testé comment? Ah, Sur du combat propre? Non, le matin, du- c'est que de la prépa la physique condition pure. physique. Que de la condition physique. Ok. Test Luc léger, enfin bref, il y avait plein de tests physiques. Je fais partie, grosso modo, des moitiés de ma catégorie de poids qui sont gardées. Ok. Et l'après-midi, il y a des combats de lutte, des combats de boxe thaïlandaise. Et les 4 meilleurs finissent sur un tournoi de MMA. Et comme tu l'as dit juste avant, tu avais un bon niveau au sol. Ouais. C'est Et donc, passé. du coup, alors c'est passé, mais j'ai été très vicieux. Ouais. En vrai de vrai, si on m'avait imposé certains combattants, peut-être qu'aujourd'hui, j'aurais pas eu la carrière que j'ai eue. On va pas se D'accord. mentir. J'étais très malin et Très malin dans quel sens? je savais Pas par pas. rapport au choix de tes adversaires, parce que Si, justement. D'accord. Parce que moi, je ne savais pas boxer à l'époque. Ouais. Je commençais. Donc, j'ai pas une boxe super efficace. J'ai pas du Muay Thai super efficace. Ok. Donc, quand viennent les combats de lutte et de jiu-jitsu brésilien, je fais exprès de prendre les gars qui sont forts en boxe thaïlandaise. Et quand je fais les combats avec eux, je fais exprès de leur faire mal. Voilà, donc c'est toi qui choisis Ouais. tes adversaires, Ouais. on t'impose pas tes adversaires. Non. D'accord, c'était ça la nuance Ouais. sur laquelle je voulais revenir. Et donc, du coup, je fais les combats. Et quand je fais les combats, dans ma tête, je me dis, blesse-le. Parce que si tu le blesses pas, et dans l'hypothèse, lui, il passe le tour prochain, peut-être qu'il peut te battre. Ouais. Donc, quand je fais les combats, j'écrème techniquement. C'est-à-dire, quand je fais une soumission, je l'engage, il tape, je continue. Presque à lui péter le bras. Je me dis, j'en Donc ça écrème. veut dire que même dans le choix de tes adversaires, c'était stratégique. Je veux dire pourquoi je dis ça, parce que j'ai lu quelque part que tu as dit que quand tu rentres dans la cage, Ouais. tu prépares un combat. Ouais. Avant le combat, tout est ficelé. Ouais. Tu sais déjà quelle stratégie tu vas adopter. Ouais. Tu sais déjà comment tu vas t'y prendre. Et en règle générale, ça se déroule comme tu le souhaites. En général, ouais. Donc tu as toujours été stratège. Toujours. Et est-ce que tu penses que les stratégies que tu adoptes, elles te rendent plus service que ta force physique? Ouais, bien sûr. Alors, elles m'ont rendu servi et elles m'ont desservi aussi. Elles m'ont rendu service dans le sens où j'ai gagné 90% de mes combats amateurs et pro et semi-pro ont été gagnés. Sur les combats que j'ai gagnés, 90%, j'en suis sorti sans blessure, parce que mes combats ont été très vite. Le problème, c'est que je n'ai pas été du coup dans la tête de beaucoup de grosses organisations mondiales, ce que j'appelle un combattant bankable, un combattant spectaculaire. Mais ça, on va y venir un petit peu plus tard dans l'interview, parce que, on va y venir maintenant, même tu as raison d'en parler tout de suite. Et je sais aussi que tu n'acceptes pas de contrat d'exclusivité. Non. Pourtant, plusieurs organisations t'ont contacté, t'ont proposé des contrats. Ouais. Tu refuses. Pourquoi? Pourquoi tu refuses alors que énormément de combattants aimeraient signer dans une organisation et gagner leur vie Bien sûr. de ça? Pourquoi Bah, toi, tu as fait le choix de signer aucun contrat d'exclus? Déjà parce que certaines organisations qui se prétendent être les plus grosses organisations européennes, par exemple le Cage Warrior. Le Cage Warrior, c'est très connu, c'est la succursale de l'UFC. Généralement, quand tu signes au Cage Warrior, tu deviens champion du Cage Warrior et tu défends ta ceinture au Cage Warrior,
as de grandes chances de signer à D'être appelé à l'UFC. l'UFC, ouais. Sauf que le Cage Warrior, quand il me propose des contrats d'exclusivité sur 2 ans, donc c'est grosso modo un combat tous les 3 mois, Voilà. le premier combat, mon salaire, enfin le salaire qu'il me propose comparé au salaire que je touche sur un combat one shot, mon salaire il est divisé par 2,5 voire 3 des fois. Ok, alors, Donc moi je pars du principe où je fais un sport qui me détruit, je le fais pas que pour la gloire. ouais, à un moment voilà. donné, Bien sûr, faut être ouais, réaliste. c'est une compensation à côté. Et est-ce que tu peux, sans nous donner ton salaire à toi précis, nous donner une fourchette d'un combattant MMA de ton niveau? Ça gagne combien un combattant MMA? C'est pas une fourchette, je vais te donner ça à un râteau. Non, Au Cage Warrior, par exemple. Étant donné que tu as refusé, tu peux nous dire combien t'ont proposé? Non, j'ai pas le droit. T'as pas le droit? Non, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit, c'est Bah, interdit. une mais fourchette, alors. c'est pas cher payé. C'est pas cher payé. Ouais. Je fais partie des combattants français à mon niveau. Hein. Je fais partie des combattants français qui n'ont pas à se plaindre financièrement. Je vais même te dire un truc, Oui, c'est tu vis de ton art aujourd'hui. je pourrais en vivre. Je veux pas en vivre parce que je fais d'autres trucs à côté, j'ai d'autres business. Je pourrais en vivre si je voulais en faisant 3 combats l'année. Je toucherais de quoi me faire un bon salaire mensuel à chaque fois, tranquillement. D'accord. Mais ça m'intéresse pas. Pour te donner un ordre d'idée, je touche plus que les champions du Cage Warrior. Voilà. Ouais, donc ouais, on peut comprendre que financièrement parlant, toi, tu vois aucun intérêt à signer un contrat d'exclusivité Aucun. avec. Aucun. Là, tu vois, j'ai le KSW. Ouais. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est une très grosse organisation polonaise où Saladin Parnasse, qui est le Kylian Mbappé du MMA français, combat là-bas. Il est double champion de l'organisation. On a reçu hier avec mon agent un contrat de 2 ans. J'ai aussi le Brave, qui est la plus grosse organisation des pays du Moyen-Orient, qui m'ont proposé un contrat d'exclusivité pour 2 ans. Là, financièrement, ça commence à parler. Moyen-Orient, déjà, financièrement, Même- en général. même c'est- Pologne, hein. C'est toujours. Même Pologne, ça Pologne fait- aussi, Ouais, ça ouais, ouais. Saladin Parnasse va pas à l'UFC, pourquoi Ouais. le prix que l'UFC lui propose, le KSW lui propose x4. Mais d'ailleurs, ton frérot, Cédric Doumbé, il a refusé, lui, l'UFC au détriment du PFL. Et la Parce raison, que financièrement parlant, il s'y retrouvait plus. Il s'en est pas caché, il l'a dit. Le PFL qui accueille aussi Francis Ngannou, champion du monde UFC, l'homme qui a dit, je ne sais pas si vous vous rappelez, je tape les gens pour vivre. Il a quitté l'UFC pour le PFL aussi, parce que financièrement, c'est beaucoup plus rentable je pense que le PFL a tout compris. Ils ont compris que les combattants mettaient leur santé en danger et ils veulent joindre le côté spectaculaire, entertainment, au financier. On voit pas, enfin, quand tu vois l'UFC, qui est la plus grosse organisation mondiale, quand tu vois le bilan financier annuel, quand ils te le montrent, puisque c'est rendu public, et qu'ils te disent qu'ils touchent des dizaines de milliards d'euros de bénéfices, et quand tu sais qu'ils payent des combattants, les premiers combattants à l'UFC, par exemple, moi demain, si je signe à l'UFC, je vais toucher entre 6 000 et 10 000 dollars si je gagne. Ouais, alors qu'ils génèrent des milliards par an. Sachant que sur les 10 000, tu as déjà quasiment la moitié, elle est taxée, taxe de l'État. Et sur ce qui te reste, 15 ou 20% va à ton agent. C'est-à-dire que je vais me taper Ouais, pour 2000 toucher balles, quoi. moins de 3 000 euros, Ouais. sachant que ce que je touche actuellement, c'est beaucoup plus que 3 000 euros. Ah ouais, quand même, ouais, donc je comprends le. J'ai aucun intérêt, Ah, moi après, par exemple, à part la médiatisation, la renommée, Voilà. t'as rien d'autre. Ouais, mais on m'a dit même au niveau accompagnement, c'est-à-dire tout ce qui est médical et tout, on m'a dit que le PFL c'était bien plus professionnel que le. Alors je vais pas te mentir, je me suis pas vraiment intéressé, donc je sais pas. Je sais pas. Mais par contre, tu vois, moi pour avoir été en équipe de France et j'ai fait les championnats du monde et les championnats du monde amateur, c'était à l'époque où moi j'ai combattu organisé par l'UFC amateur. Ouais. Donc la Fédération internationale de MMA amateur était en partenariat avec l'UFC. Et donc on avait le système, le protocole médical de l'UFC. Donc moi par exemple à Vegas, je finis un de mes combats avec une commotion cérébrale. Ma prise en charge du début à la fin, Elle était immédiate. carré. Ah donc rien à dire. Carré, tu peux pas parler. Les Américains ils sont trop loin, ils sont dans le futur. Ouais, c'est vraiment leur truc. Ouais, donc, ouais. donc on va revenir un petit peu sur la rapidité de ta progression. Tu parles donc de ton premier tournoi au bout de quelques mois de 2 mois, 2-3 mois. c'est ce que tu dis. Entre le tour, ouais, de 2 mois, ouais, au bout de 2 mois je fais ça. Ouais. Voilà. Donc là après tu passes les sélections en équipe de France. T'es pris et tu te retrouves au championnat du monde amateur à Las Vegas. Ouais. Là tu perds en 8e de finale. C'est ça. Je mène. En fait,
j'aime pas trouver des excuses. Le mec a été plus fort que moi. Ouais, voilà. Et puis après, faut pas oublier que t'as que 6 mois de bouteille derrière. Ouais, tu vois déjà ce il y que a je veux ça, mais il y a plein d'autres contextes, tu vois. Ça n'a pas été super médiatisé cette histoire-là, mais il faut savoir que quand on est arrivé avec l'équipe de France à Las Vegas, on a été très très mal pris en charge. Ah ouais. On était sur de l'amateurisme à 4000%. Déjà, il faut juste Mais savoir. tu vois, que- le paradoxe, il y a 2 minutes, tu me dis, l'UFC, l'organisation, le protocole UFC, top du top. Et nous, la France, Et paradoxalement, voilà, dégueulasse. zéro. Un ordre d'idée. Quasiment toutes les nations qui étaient présentes au championnat du monde, la fédération qui est venue le plus tard est arrivée au moins une semaine et demie avant le championnat du monde. Ok. On est arrivé 3 jours avant. Ouais, donc déjà pour la récupération et tout, c'est pas trop. Récupération, jet lag, ceux qui devaient perdre du poids. En plus de ça, quand on est arrivé, c'était le moment de la fête nationale, donc ce qui équivaut au 14 juillet chez eux. Ouais, le 4 juillet là-bas. On n'avait pas d'hôtel. Ah ouais, c'était blindé. On est arrivé, on a dû camper pendant une demi-journée sur le parking de l'université du Nevada. Incroyable. Personne ne le dit. Incroyable. Incroyable. Tu dis l'équipe de France quand même à l'époque. Ouais, tu te dis, c'est Maintenant, quelque l'équipe de chose, France de matin, ça n'a rien à voir. Hein. Ouais, Celle de j'imagine. matin, tu peux pas parler. Mais nous, à notre époque, on a ça. Mais en même on temps- nous dit. Attends, tu vas voir, tu vas comprendre l'amateurisme. Ouais, parce qu'en jusqu'où fait, il va. tu vas comprendre. En même temps, est-ce que c'est vraiment surprenant quand, Oui. quand on voit la manière dont les sélections se sont passées? Oui. Une annonce dans un magazine. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'était normal, ça, c'est rien. C'est un magazine de sport, c'est logique. Ouais, mais une vraie sélection, tu la fais pas. Ouais, en mais le disant, problème, c'est qu'à l'époque, le MMA, il faut se rappeler que le MMA n'était Ouais, pas c'est légalisé. interdit, C'est exact. interdit. Ouais, Tu peux pas faire une annonce publique non plus. Ouais. Tu vois. ouais, je vois Donc, bien. c'était un peu compliqué. Quand on part pour les championnats du monde, on nous prévient à l'avance que tous ceux qui sont sélectionnés donc sur toute l'équipe de France, c'était même pas encore à l'époque l'équipe de France, c'était le groupe France. Ok. Et sur le groupe France, ils refont une sélection et choisissent l'équipe de France, ceux qui vont partir à Las Vegas. D'accord. Donc on est à peu près 8 ou 9. Quand ils nous sélectionnent pour partir, ils nous préviennent à l'avance, vous inquiétez pas, quand vous partez, le billet d'avion est pris en charge, l'hébergement est pris en charge, la nourriture est pris en charge. Donc moi, quand j'y vais, je prends un peu d'oseille sur moi, souvenir, pour faire plaisir aux amis et à la famille. Voter un petit peu sur place, quoi. Ouais, kiffer, enjoy, je fais plaisir aussi à la famille et les amis. On arrive sur place, dans l'hôtel. Donc l'hôtel, c'est l'hôtel Flamingo, c'est un des hôtels les plus vieux de Vegas. On nous annonce que la nourriture n'est pas prise en charge. Parce qu'ils n'ont pas réussi à avoir le sponsor qu'ils devaient avoir. Ouais, donc, et puis toi, t'avais pas le budget Mais moi, Ouais, j'ai t'as- pété un plomb, j'ai fait un t'avais pas scandale. prévu, ouais. Moi, j'ai fait un scandale de ouf. Bah, logique en même temps. J'ai fait un scandale, je me suis permis de faire un scandale pour 2 raisons. On avait un capitaine d'équipe de France qui s'appelait Yuri Bejenari, qui a fait d'ailleurs champion du monde à ce championnat du monde-là. Et en fait, quand on avait fait, avant de partir à Las Vegas, on avait fait un camp commando avec le GIGN. Ok. Et on voulait faire ressortir les personnalités des personnes. Ouais. Et à la fin de ce stage, le GIGN et le sélectionneur ont dit on s'est trompé sur le capitaine, on n'aurait pas dû mettre Yuri, on aurait dû mettre Sofiane. C'était lui le leader de l'équipe. C'est lui qui a mené tout le monde, qui a tiré tout le monde vers le haut, qui s'est mis en retrait pour les autres. Le leader Donc ils ont naturel. dit on garde Yuri, parce qu'on s'est engagé avec Yuri. Par contre, ils préviennent tout le monde, vous avez un deuxième leader moral, Ouais. c'est Sofiane. Donc Yuri, je sais qu'il ne va pas parler, donc moi je prends la parole. Et je me clash avec le trésorier, devant tout le monde. Donc tout le monde me dit t'en perds. T'en perds, ça y est, c'est le championnat du monde, vous êtes arrivés. Faut pas faire trop de scandales non plus, sinon ça va mettre tout le monde à cran. Et performance, en niveau performance, ça va pas être ouf. Moi, j'en ai rien à foutre. Poto, tu me dis, tu vas nous rincer, et t'arrives, tu nous mets le couteau sous la gorge. Ouais. Ouais, c'est petit. C'est pas cool. Ouais. Ça, et deuxième action, je te dis juillet 2015, novembre 2015, championnat d'Europe à Birmingham. Je me dis entre-temps, il y a eu de la bouteille. Ouais, ils ont retenu les leçons des couacs qu'il y a eu auparavant, quoi. Ils veulent réserver un hôtel sur Internet. À leur décharge, l'hôtel était magnifique sur les photos, c'est vrai, on l'a vu. Magnifique. On arrive sur place, Vice caché. c'est un réfugié de migrants. On arrive, Un foyer. insalubre, des rats, des cafards partout. Moi, je rentre dans ma chambre d'hôtel, des traces de meusper sur le livre, Ouais, ouais. sur le lit. Ouais, je vois. Bref, on a galéré, on a attendu pendant je sais pas combien de temps alors qu'on venait d'arriver D'être. pour faire je sais pas combien d'heures de route pour arriver à côté de la salle où on allait dormir. Ouais, bon, pas facile. Donc, Non. donc c'est dans ce contexte un peu délicat, Ouais. voire anxiogène, parce que quand tu es sportif de haut niveau, des trucs comme ça, t'en as pas besoin, que tu perds donc en huitième de finale. Ouais.
pour toi, c'est que partie remise. Oui. Tu te dis, je m'améliore. Le championnat du monde d'après, à Le Milan. championnat d'Europe. Ah, là, oui, d'accord, l'année d'après. Ouais, championnat du monde. L'année d'après, Rien à championnat voir. du monde à Milan. Bah là, champion du monde au bout d'un an de MMA. Ouais. Ça, c'est quand même très costaud ce que tu as fait. Ouais. Et comment il se passe ce tournoi et comment tu le vis le truc? Est-ce que tu t'y attends? Est-ce que, tu vois? Le début du tournoi, je le vis mal. Parce qu'il faut savoir que quand on nous prend la chambre d'hôtel, donc moi, je commençais à déjà me préparer ce qu'on appelle le cutting, donc la perte de poids. Ouais. Et je suis un bon mangeur, ça se voit. Et donc, du coup, je ne suis pas du tout dans ma catégorie de poids, donc je suis obligé de cutter. Donc, perdre beaucoup de poids très rapidement. Sauf que quand on se rend compte que l'hôtel qu'ils nous ont pris, il n'y a pas de baignoire et on a besoin d'une baignoire pour faire la perte de poids, bah, on est foutu. Ouais, pour la cryo, pour les glaçons, tout ça. C'est ça. On se renseigne, on regarde s'il n'y a pas un sauna dans les alentours. Rien du tout. Donc, du coup, je suis obligé de faire ma perte de poids à Reims. Ouais. Alors que normalement, on dit que la perte de poids, tu dois la faire 2-3 heures, en tout cas quelques heures avant ta pesée. Ok. Je fais ma perte de poids à 2 heures du matin pour prendre l'avion à Charles de Gaulle à 4 heures du matin. Pour être à Milan. Pour arriver à Milan à grosso modo 10 heures, 11 heures. Prendre le bus, il y a je sais pas combien d'heures, 1 heure de bus pour arriver à l'hôtel. Et à l'hôtel, quand on arrive en début d'après-midi, il a fallu que j'attende toute l'après-midi pour me peser jusqu'au soir. J'étais déshydraté quasiment pendant 24 heures. Tu m'étonnes. Et le staff, ils n'auraient pas pu trouver une solution alternative, un autre Je hôtel. suis un Français, je viens à l'étranger, il y a des Italiens, ils n'ont pas intérêt de me mettre bien. Ouais. C'est logique. Mais malgré ça, tu pètes tout le monde quand même. Ouais, Franchement, c'est costaud. Ouais. Au bout de même pas un an de MMA. ouais. Et là, qu'est-ce que tu te dis? T'es champion du monde, tu te dis quoi? Bah, sur le coup, je réalise pas. Après coup, je vois à France 3, je passe sur France 3. Tout le monde sait que je suis champion du monde. Je ne l'ai même pas communiqué encore. Et quand je commence à communiquer sur les réseaux comme quoi je suis champion du monde amateur, bah, là, je me rends compte ce que c'est les haters. Voilà. Et là, les débuts des problèmes commencent. Là, les haters. Ouais, c'est un championnat du monde, mais c'est pas l'UFC, donc du coup, ton Ouais, titre, pour eux, il n'y a est pas de bidon. légitimité. Voilà, aucune légitimité. Alors qu'il faut. Je fais un titre de champion de France après, dans une fédération plus que légitime, connue et reconnue, mais ça suffit pas. Je fais champion d'Europe après, ça suffit pas. Et comment toi tu les gères tes haters? Parce que tu es très actif sur les réseaux sociaux. Comment tu les gères toi tes haters? Après, il faut savoir que, on va en parler après, les haters ils te suivent pas que sur les réseaux sociaux. Ah ouais, partout. J'y viendrai, tu comprendras pourquoi. Ok. Toi, comment tu gères tout ça, ces réseaux sociaux, les haters? J'ai toujours dit à mes parents, à partir du moment où j'ai la prétention de vouloir être connu et reconnu, il faut que j'assume derrière tout ce qui va se passer. C'est-à-dire que je vais avoir des gens qui vont me kiffer, et je vais avoir des gens qui vont me surkiffer un peu trop, qui vont me mettre dans la bue, et je vais avoir des gens qui vont me détester, voire d'autres qui veulent me nuire carrément. Ouais. Je me suis préparé psychologiquement à ça, et je fais avec, c'est tout. Alors sur le fait de vouloir te nuire, on va en parler. On reviendra sur ton parcours. Là, on fait juste une petite aparté. Sur le fait de te nuire, là, ça s'est vraiment avéré parce que tu as ouvert ton club, tu as ouvert ta salle à Reims, l'UFC, et de là, tu as des gens, alors je ne les connais pas, donc je ne peux pas dire si c'est de la jalousie, je ne me permettrai pas de le faire, mais qui t'accusent de ne pas être légitime, encore une fois, pour avoir tout ça. Ils t'appellent, ils te nomment même l'escroc du MMA. Ouais. C'est de la jalousie. C'est de la jalousie, on l'a su. C'est des gens de ta ville. C'est des gens de ta C'est ville. des gens de ma ville, ouais. Des gens que tu connais. Ouais, que je connais, certains même avec qui je me suis entraîné, certains même avec qui j'ai fait des stages. Pour la petite histoire, ce club-là qui me critique, avant de me critiquer, voulait que je signe dans leur club. Et comme je sortais de l'équipe de France, j'avais les médias pour moi, je me suis dit, faut que je surfe sur la vague. Ouais, on t'en profiter, bien évidemment. Je vais faire mon club. Et moi, naïf que je suis, en créant mon club, je leur dis, ben, tel jour vous faites des combats, donc moi tel jour je vais faire des combats dans mon club, et venez on fait un interclub, t'as vu? Échange de bons procédés. Comme ça, nous quand on arrive à Paris, on les pète tous. Ouais. Et là, l'entraîneur et le président, il me dit, je m'en bats les couilles de ton club. Tu fais ce que tu veux, j'en ai rien à foutre. Ouais, mot pour mot. Ouais, mais parce que peut-être que pour eux, t'allais leur prendre d'éventuels. C'est exactement ça. T'allais leur prendre des licenciés, donc perte financière, donc concurrence, Exactement. donc, tu vois. Exactement. Et Sauf- avec toi, la notoriété et ton palmarès, peut-être qu'ils se sont sentis menacés. Mais c'est complètement ça, parce qu'on apprend plusieurs mois par la suite, parce qu'ils ont parlé après avec mon préparateur physique, et ce qu'ils ont dit exactement à mon préparateur physique, c'est on en a marre que Sofiane, quand on parle de MMA sur Reims, c'est Sofiane qui vient tout de suite. Et il n'y a pas que Sofiane. C'était Ouais, purement de la pourtant, ça ne les jalousie. dérangeait pas de vouloir te faire signer chez eux.
Ouais, mais à l'époque, j'étais pas aussi médiatisé qu'au moment où je veux faire tout ça en fait. Puis en plus, j'avais une communication agressive, j'avais une stratégie derrière tout ça. Je voulais faire une communication agressive pour que les gens parlent de moi, pour que ça parle de mon club. Du coup, vu que j'étais médiatisé, que je performais, j'étais en bis-bis avec le maire et je lui ai dit, je lui ai lâché une petite phrase après mon titre de champion de France. Ouais. J'ai dit, bah, monsieur le maire, c'est quand que j'ai un poste à la mairie? Et lui, en rigolant, tu vois, il me dit, quand tu seras champion du monde, en rigolant. Ouais. Quelques mois après, je fais champion du monde. Donc je l'attaque direct. Il te l'a donné. Saute sur le- Ouais, il me l'a proposé donné. le poste quand Ouais, même. il me l'a proposé, il me l'a fait. Bien, ouais, mec de Ah parole. ouais, non, c'est. Ce maire-là, il a plein de défauts. Aujourd'hui, je m'entends pas forcément avec lui, parce qu'il a fait plein de choses qui sont pas correctes. Mais à l'instant T, il s'est engagé sur un truc, il l'a fait. Je peux pas lui reprocher quoi que ce soit sur ça. Voilà, ouais, il a tenu sa parole. Mais parce que la médiatisation et tout ça, tu vois ce que je veux dire, ça joue aussi. Donc voilà, donc on va revenir un peu sur le MMA, tu fais champion du monde. Et là, est-ce que c'est à ce moment-là que tu te dis, je passe pro? Ou est-ce qu'on te propose de passer pro? Non, je décide de vouloir passer pro, mais avant ça, entre le moment où je veux Semi-pro. passer pro et amateur, il y a un petit tournoi semi-pro qui s'appelle le Road to Contender et c'était le tournoi semi-pro le plus connu de France et qui était médiatisé. Ok. Et je décide de m'inscrire. Donc toi, tu passes semi-pro pour participer à ce tournoi-là. Voilà. Ok, Donc je m'inscris, je fais le tournoi, je le gagne. tu gagnes. Et en fait, quand tu gagnes ce tournoi, ils te proposent un contrat pro dans l'organisation qui, à l'époque, c'était. Aujourd'hui, on parle de Ares. Ouais. À l'époque, c'était le 100% fight. Tu voulais combattre, passer à la télé professionnelle, 100% fight. Il n'y avait rien d'autre. D'ailleurs, 100% fight. Bon, 100% fight, ils t'ont accordé un prix. Ils t'ont accordé un prix sur la soumission de l'année. Ah oui, ouais. La soumission de l'année. C'était Ouais. quel genre de prix? Est-ce que tu peux là nous la faire en direct? Ouais. Alors attends. John B. On va faire ça en musique parce que j'ai pas envie qu'on entende la souffrance que je subis dans l'exercice de mes fonctions. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, Là, je vais pas souffrir. est-ce que tu peux nous montrer un peu, voilà, je fais un cobaye, comment Ouais. on fait? Ouais, pas de souci. John B, t'as une petite prod à nous mettre là? Vas-y, dépassez Allez. la table. Moi, je vous prépare ça tout de suite. Bon, âme sensible, s'abstenir. Je vous le dis tout de suite, ça va faire mal. On va pousser encore un peu. Alors, Tu vas se pour nous, mon frérot. j'y vais doucement, t'inquiète pas. Vas-y. Alors déjà, au MMA, tu vas boxer Ouais. et on va ramener l'adversaire au sol. D'accord? Bon, vas-y. Donc pour l'adversaire, pour le ramener au sol, c'est simple, je te laisse faire. Tu me retiens. Ouais. Je te ramène par terre. Ok. Ok. Une fois que je suis là, je te contrôle. On va rattacher le micro. Tac. Je vais venir te frapper. Je vais monter sur toi. Ouais. Et généralement, ce qui va se passer quand je vais venir te frapper, toi, tu vas avoir un réflexe humain, c'est de tendre le bras. Ouais. Et quand tu vas tendre le bras, C'est la face est ici, t'inquiète pas. Ici, laisse-toi faire. Et je vais venir te luxer le bras. Tape par terre, tape par terre. Et là, tu soumets. Avec cette soumission-là, j'ai gagné. Avec cette soumission-là, j'ai gagné 95% de mes combats amateurs, une bonne partie de mes combats professionnels. Ouais, parce que je regardais un petit peu dans ton palmarès. Victoire par KO, alors je sais pas si ça avait été mis à jour, j'en ai vu qu'une. Ouais, c'est ça. Par contre, les soumissions, j'en ai vu. Ouais. J'ai même plus le chiffre exact, mais, Ouais. mais voilà, c'est-à-dire que tu as eu 0 no contest, 0 là, c'est vraiment soumission. Ouais. C'est vraiment ton truc. C'est mon truc. Ça va être un peu vache, hein, ce que je vais dire, mais je prends du plaisir à soumettre mes adversaires. Pour moi, il n'y a rien de mieux. Parce qu'en vrai, un KO, on prend n'importe quel gars dans la rue, sur un malentendu, une patate, tu peux coucher quelqu'un. Mais juste déjà le mot soumettre, soumission, quand tu vois la Exactement, t'as définition tout de compris. soumission, poteau, Soumission, ça veut dire quand que tu es t'arrives à là, soumettre un tu combattant, montres devant tout le monde ma supériorité. tu es soumis. Ouais. C'est un mot fort, hein. Ouais, bien sûr. C'est un mot très très fort. C'est très fort. Soumission, ouais. Et- Je crois que je préférais prendre un KO en fait. Ouais, complètement. Et en plus de ça, tu as vu, le KO, il n'est pas forcément recherché. Des fois, sur un malentendu, tu peux mettre un KO. Ouais. Alors que la soumission, quand tu l'as fait, il n'y a pas de malentendu. Ouais, ça veut tu dire l'as c'est provoqué, travaillé. tu c'est l'as vraiment ce que t'as travaillé. voulu, ouais. C'est ce que tu veux. On a fait un jeu d'échecs. Tu as mangé mes pions pensant que t'allais t'en sortir. Échec et mat. Tu Ah tapes. non, c'est costaud, ouais, c'est vraiment technique. Par contre, j'ai une question à Je t'en poser. prie, mais John B. Ouais, Jambi. C'est quoi ton mindset depuis le début que tu as commencé le MMA? Est-ce que tu avais un but, un objectif concrètement? Je te dis la vérité ou pas? Ouais. J'ai commencé le MMA jeune. Ouais. Donc quand tu commences jeune, tu as des délires de jeune. Ok. Pourquoi tu veux faire du MMA?
je veux voyager, je veux gagner de l'oseille, je veux gérer des meufs. Ok. Voilà. Non, mais moi, Excellent. ça a le mérite d'être C'est clair. Clair. Aujourd'hui, Aujourd'hui, tu voyages, tu gagnes de l'oseille, tu gères des meufs. non. Aujourd'hui, après quelques années d'expérience, il m'est arrivé une blessure très grave qui fait que j'ai été éloigné de la médiatisation, des journaux, de la télé. J'étais inconnu au bataillon pendant plusieurs mois. D'accord. Donc je me suis rendu compte que toute la hype, toute la fame que j'avais, elle s'est estompée parce qu'on parlait plus de moi. C'était vraiment éphémère. Ouais. Et je me suis rendu compte, je me suis dit, putain, Tu t'es aperçu que ça allait très si vite. en fait tu commences à avoir le boulard et que tu commences à gonfler, à monter haut, le jour où tu vas tomber, ça va piquer. Ouais. Ah bah ouais. Donc j'ai compris qu'au final, la fame, les meufs et tout, ça servait à rien. Ça, t'as gagné en humilité avec ça. Ouais, de ouf. Ça, cette histoire-là, elle m'a fait gagner en humilité de ouf. Ouais, c'est super De important. ouf. Et aujourd'hui, pour revenir à ta salle, j'imagine que tu reçois beaucoup de jeunes. Oui. Tu reçois beaucoup de jeunes. Il s'est passé des événements dernièrement. Oui. Le petit Naël, par exemple. Est-ce que toi, dans ton éducation, entre guillemets, dans ce que tu essayes de leur inculquer, il y a ne faites pas ça. Bien sûr. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire? Voilà, tu viens de Revin, quartier d'Orcy, quartier un peu difficile. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aujourd'hui aux jeunes de qui tu t'occupes, qui auraient pu éventuellement participer aux émeutes qu'il y a eu? Bah, déjà de penser à leurs parents. Tu vois, de penser à leurs parents. Moi, j'ai la chance d'avoir un papa strict mais juste, aimant et juste. Il était strict et aimant, mais il était juste. J'avais une maman qui était très intelligente, qui a fait des études supérieures et donc du coup, elle nous a forcés à faire des études. Donc on avait le papa qui nous suivait beaucoup sur l'aspect sportif et maman sur l'aspect scolaire. Le mix des deux, c'était un partenariat entre la maman et le papa. Ouais. Tu veux que ton fils fasse du sport, je veux qu'il soit bon à l'école. Tant qu'il n'a pas cette moyenne-là, il va nulle part. C'est une entente. Ouais. Cette entente qui du coup elle nous a impacté directement, qui a fort bien marché et je me dis si tous les parents étaient comme les miens et qui les accompagnaient dans leurs activités, qui les accompagnent scolairement, bah, peut-être qu'on aurait moins de dégâts. Après, on va pas se mentir, il y a aussi l'entourage. Tu peux avoir des parents Voilà, qui parce sont que derrière tu les sais gamins. qu'il y a des parents, t'en connais sûrement, j'en connais aussi. Il y a des parents qui font tout, Ils font essayent tout, de faire tout mais ce le qu'ils gamin, peuvent, c'est mort. Mais à aucun moment ils ont la main mise sur leurs enfants. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Donc toi, est-ce que avec ton œil d'éducateur, est-ce que tu as des tips, des trucs qui seraient plus à même de t'écouter toi? Bah, en fait, je sais pas si j'ai des tips ou des conseils ou je sais pas, mais en tout cas, Parce que tu as un vécu aussi. Ouais, j'ai T'as un vécu, j'ai un d'écart, vécu. t'as un vécu de, tu vois. bien sûr, j'ai un vécu et je pense avoir aussi un petit truc pour ces jeunes-là. Je peux pas te dire quoi, mais j'ai un petit truc qui fait qu'ils arrivent à m'écouter plus facilement que leurs parents. Pour la petite anecdote, j'ai des parents des fois qui m'appellent. Leurs gamins, ils sont au resto avec leur gamin, t'as vu? Le gamin, il fait bordel dans le resto. Le papa ou la maman, il m'appelle, il me dit tiens, mon gamin qui fait le bordel, s'il te plaît, je te mets en haut-parleur. Ah ouais. Je mets un coup de pression au téléphone. Le gamin, il me voit même pas. Il entend juste ma voix. Ouais. Et en pleurs, il bouge plus. Et la maman, elle m'envoie un message juste après. Elle me dit merci, le gamin, il a été calme toute la soirée. Ouais, ça veut dire que malgré la violence du sport, le truc, tu arrives quand même à leur donner un bon cadre. Bien sûr, Enfin, tu t'efforces à le faire en tout cas. bien sûr. Je fais en sorte de leur imposer un cadre parce que je suis intimement convaincu que chaque gamin a besoin d'un cadre. Ouais. Ils ont besoin d'être aimés, mais ils ont aussi besoin d'avoir un cadre. Et je pars du principe où quand tu vois ou tu entends des parents qui cèdent à tout pour leur gamin en disant oui, mais c'est mon gamin, je l'aime. Tu n'aimes pas ton gamin en cédant à tout. Un gamin, il faut qu'il soit tolérant à la frustration, il faut qu'il apprenne à connaître le non. Ouais. Parce que le non, il l'aura plus souvent que le oui. Ah, c'est Et vrai. quand le gamin il est tolérant à ça, bah, tu as moins de chances d'avoir un gamin qui fasse le bordel par la suite. Parce que le non, il le connaît, c'est normal. Ouais, tu m'étonnes. Et quel regard tu portes toi sur l'affaire Naël? C'est d'abord tragique. C'est tragique parce qu'on a un gamin qui est bah déjà, c'est un gamin qui est mort. Avant de commencer quoi que ce soit, c'est un gamin qui est mort. On a une famille complètement endeuillée. Pour moi, n'importe quelle raison qu'il aurait pu faire, légitime ou pas légitime, rien ne vaut la mort d'un gamin. Rien. Ça, c'est juste pour l'aspect Naël. Maintenant, l'aspect du policier, quand tu vois la scène, c'est ni plus ni moins qu'une exécution place publique. On est d'accord.
C'est une exécution place publique. Ah non, ça c'est. Alors, par rapport aux flics ou les jeunes qui ont fait, qui cassent tout, qui font le bordel, on peut donner des explications aux deux, mais les deux ne sont pas excusables. C'est mon avis. Ça n'engage que toi. Pour moi, les gars qui cassent tout se trompent de combat. Déjà, premièrement, je trouve ça complètement débile. Tu es en train de casser l'endroit où tu vis. Tu es en train de brûler les trucs qui font que tes parents vont te ramener à manger. Tu es en train de brûler la scolarité qui fait que ton petit frère, que tu veux pas qu'il devienne le même foyou que toi, le seul truc qui fait qu'il peut être rattaché et sortir de la rue, tu lui as brûlé. Donc au final, tu vas le mettre dans le même échec que toi. Tu penses pas à ton aspect familial, tu es dans un délire où tu es matrixé par tes potes. Ça, c'est le premier truc. Mais on peut l'expliquer, je l'excuse pas. Hein. Mais est-ce que tu dirais ça si, par exemple, les mêmes casseurs de qui on parle, ils allaient dans les institutions, genre centre des impôts, tout ça, pour aller brûler des amendes? Mais c'est ça que je suis en train de te dire. C'est ça que le combat, il est complètement biaisé. Pourquoi tu sais que c'est les politiciens qui t'ont mis dans une situation comme ça? On va pas se mentir. Ce qui se passe dans les quartiers n'importe où en France, c'est le résultat de 40 ans d'échecs de politique. Ah, je suis d'accord. Donc pourquoi tu vas venir brûler le lieu où tu vis? Pourquoi tu vas pas manifester, foutre le bordel devant l'Élysée, devant l'Assemblée nationale? C'est eux qui prennent toutes les décisions. Ouais. Tu vas brûler une institution qui est l'école. Elle a fait quoi l'école? Elle a rien fait. Bah ouais. Pourquoi tu vas faire ça? Tu vois ce que je veux dire? Après, pareil pour le flic. Le flic, c'est pas excusable ce qu'il a fait. Ouais. Mais tu peux trouver des explications. On pourra toujours dire, ouais, mais l'État. Laisse-moi finir. Non, tu vas comprendre l'explication. Je ne dis pas que je l'excuse. Attention, les mots ont un sens. Tu peux le comprendre dans le sens où, comme les jeunes qui ont cassé, tu peux ne pas être d'accord, mais tu peux l'expliquer. Tu peux expliquer aussi que l'État, au même titre qu'ils font rien pour les jeunes de quartier, ils font rien pour les flics. Les flics qui sont en sous-effectif, ils leur promettent monde et merveille, ils font rien du tout. Les flics racistes, on donne plus de pouvoir à des flics racistes que pas racistes. Et c'est un tout qui fait que entre eux, ils arrivent à se monter la tête, comme les jeunes, entre eux, ils arrivent à se monter la tête et ils font des dingueries. L'autre qui écoute son collègue et tu dis, shoot-le. Il le shoot. Est-ce que j'ai une question pour toi par rapport justement à la police? Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont mal formés par rapport à ce genre de situation et ils sont mal formés par rapport à comment appréhender une personne qui est en refus d'obtempérer? Ils sont mal formés, ça c'est sûr. Bah, ils sont mal formés parce que, par rapport à ce que tu viens de dire, ça se rejoint, parce qu'ils ont besoin d'effectifs. Donc ils prennent des gens dans la précipitation. Mais même sans ça, t'as vu? Je pars du principe où si on t'a donné une arme, ça veut dire que tu es censé avoir le self-control et la maîtrise et le recul de prendre la bonne décision pour ne pas l'utiliser. Pour moi, tu regardes le GIGN ou le RAID, pour moi, c'est la vraie police. Et je m'explique pourquoi. Ils s'entraînent quotidiennement. Ils s'entraînent, mais même au-delà de l'entraînement, ils sont formés à la négociation. Ils arrivent à faire de la négociation avec des terroristes. Avant de passer à l'acte physique, ils négocient, ils parlementent. La parole a un pouvoir énorme. Et la police nationale ou la police municipale pas formés à ça. Ne sont pas formés à ça. J'ai vu un reportage qui a été fait avec le fondateur du GIGN qui lui expliquait que en fait leur arme, c'est une arme qu'ils ont inventée. En fait, les Français ont inventé un pistolet, un 6 coups. Et il explique que le concept de l'utilisation de cette arme, c'est uniquement en cas de danger immédiat. C'est-à-dire que s'il sort l'arme, c'est parce que il est en danger ou les personnes qui sont autour ou les otages sont vraiment en danger. C'est-à-dire qu'il la sortira uniquement pour tirer, pas pour... Uniquement. C'est-à-dire que le concept, c'est de ne pas sortir l'arme et de ne pas appuyer sur la gâchette. C'est ça leur travail. Tu m'apprends quelque chose. Donc voilà, bah écoute, contexte bien triste, quand même. On va revenir au sport. Quelle musique, par exemple, tiens, je vais... John B. Non, mais en fait, je vais t'expliquer pourquoi, parce qu'après, je vais te faire une interview KO. Ok. Mais avant de faire une interview KO, je voudrais que John B, tu nous choisisses une petite prod sur laquelle tu serais susceptible de rentrer sur le ring. Ok. Je vais t'en faire écouter 3. Tu me dis sur laquelle tu pourrais monter sur le ring avec. Ok. La première. Et il n'y a pas de son. Ok. C'était la première. Ok.
Ok. J'aurais été plus sur la troisième. Sur la troisième, La première ou la troisième? lourd, lourd, lourd. Ouais. Voilà. En fait, quand tu vois, quand je me mets, il y a beaucoup de combattants qui vont utiliser tout le temps la même musique. Ouais. Et en fait, je pars du principe où chaque combat est différent, chaque combat a une stratégie différente, chaque combat t'amène une émotion différente et la musique c'est une émotion. Et donc du coup, à chaque fois que je vais écouter une musique, je vais la passer, je vais fermer les yeux et je vais me faire, j'ai des gimmicks. Est-ce qu'elle a un impact sur ta. Je vais me mettre là, puis je vais fermer les yeux et je vais me dire, ok, fais la scène de quand tu rentres dans le combat. Ok, t'es là, tu tournes en rond, t'inspires longtemps, à un moment donné, tu fais ton cri, bam, tu rentres, blackout. Ça y est, il n'y a plus rien, c'est toi, t'es focus, c'est ton entraîneur, t'entends sa voix, t'entends plus rien. Est-ce que celle-là, elle te transcende pour faire ton combat? Voilà. Alors mets-toi bien cette musique dans la tête. Ok, Voilà. Je te laisse 5 secondes. ok, Et je vais te faire une interview KO. ok. Qui tu tapes? Qui tu tapes pas? Toi, tu veux me mettre dans une sauce? Ah, frérot, y a pas de sauce. Ah, tu connais. Je vais commencer par des mecs de ta catégorie, tu vois. Ouais. T'es en 77 kilos. C'est ça? On va commencer par des mecs de ta catégorie. Ramzat. Ouais. Bref. Tu le tapes ou tu le tapes pas? Jamais de la vie. Ok. Ramzat, c'est extraterrestre. Ouais. Sean Brady. Qui ça? Sean Brady, tu connais pas? Mais tu vois, pour te dire, je sais pas. Oh, il est 10e à l'UFC, il dit classé 10, tout ça. Est-ce que tu veux que je te sorte une anecdote? Vas-y, dis-moi. Je ne connais quasiment pas les combattants de l'UFC. Bon, écoute, Je ne regarde même pas les pour combats. l'avoir vu combattre, le gars, Ouais. pour t'avoir vu Ouais. combattre, je pense que tu le tapes. Ok. Donc je vais répondre pour toi, tu le tapes. Voilà. Jean Messia. Ah, Jean Messia, je lui envoie ma fille de 9 ans. Non, toi, là, tu l'as en face de Non, toi. mais c'est pour te dire, si je l'envoie ma fille de 9 ans, c'est que moi je le soulève. Tu le tapes ou tu le tapes pas? Ouais, tu le soulèves. Attends, on parle dans un combat, tout est codifié, nous sommes dans un art, il y a un arbitre, Bah, on n'est pas dans la rue. Dans ce on n'est pas contexte-là, dans ce qui la serait bien, violence. dans ce contexte-là, ce qui serait bien, ce serait légal. Donc tu le tapes ou tu le tapes pas? Ah, dans un combat, je le tape. Mais tapes. je le tape. En plus, c'est quoi? Et pas dans un combat. Je le tape, mais tu sais quoi, lui, c'est le seul gars où je veux faire un combat de 15 minutes. Ouais, lui, ça veut Et dire que tu vas, pendant 15 minutes, je le tape. ouais, tu vas te. Je joue avec. Ah, ouais. Et quand je sens qu'il est à bout du chaos, de la solution, non, 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 Jean, relève-toi. Non, tu vas pas taper, tu vas pas. Non. Ouais. Non, Jean, pas maintenant. Ouais, je vois bien le délire. Cyril Hanouna, tu tapes ou tu tapes pas? Je tape pas. Ah ouais, non, mais je sais que tu le tapes pas. Tu sais pourquoi? Je- Tu sais pourquoi? Parce que lui, quand tu l'entends, il tape tout le monde. Non, 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 c'est même pas ça. Je le tape pas parce que pour avoir été à une de ses émissions avec Mokhtar, parce que Mokhtar c'est mon frérot, Ouais. j'ai eu l'occasion de pouvoir parler avec lui et d'échanger avec d'autres chroniqueurs. On a été en backstage. Ok. Donc on était ensemble et les chroniqueurs, quand ils sont ensemble sur le plateau, ont un mode de fonctionnement. Et quand ils sont entrés en backstage, ils ont un autre mode de fonctionnement. Ils sont entre poteaux. Donc c'est comme nous, t'as vu, on est entre nous, on va délirer. Quand on est avec des gens un peu, t'as vu, on va savoir se comporter. Tu t'adaptes. C'est le même principe pour eux. Eh ben, il a dit des choses, il a fait des choses. Il peut être détesté, critiqué sur plein de choses. Il n'est pas plus mauvais qu'un autre. Selon moi, tu vois, regarde, Ok, non, je vais reprendre un exemple que Lamal il avait dit dans une de tes interviews, justement en parlant de Cyril. Il disait que pour lui, selon la rencontre qu'il a eue, Cyril a toujours été bien avec lui, donc il ne peut pas se permettre de critiquer Cyril. Les autres, peut-être qu'ils auront eu un coup de crasse de Cyril et qu'ils vont le critiquer. On va avoir, pour une seule et même personne, on peut avoir deux comportements différents. Moi, je te connais, tu es mon frérot, Bah, je t'apprécie. c'est mon frérot, moi. Je vais parler avec quelqu'un d'autre, C'est peut-être qu'il va me dire réciproque, c'est très bien. mais Mehdi, c'est un connard. Et moi, je vais dire mais impossible, frérot, Mehdi, c'est mon ref. Ouais, bah ouais, je vois. Tu vois tout à fait. Donc, Ouais, parce que, c'est subjectif. parce que nous on se connaît. Peut-être que le mec qui dit Mehdi c'est un connard, il connaît pas. Peut-être. Après, il y a peut-être des gens qui me connaissent aussi qui pensent que je suis Mais un si on parle en bagarre MMA, Ouais. je le défonce. Mais, Ah, voilà, ouais, mais c'est mon poteau, je le défonce. C'est pas mon poteau, mais je D'accord. l'aime bien. Donc je Là, le par contre, je vais défonce pas. parler de ton poteau. Ah, qui ça? Cédric Doumbé. Ouais. Tu tapes ou tu tapes pas? Sincèrement, sincèrement, je vais te donner un autre truc qu'il n'y a que Cédric, moi et mon ancien agent qui connaissent l'histoire. Ouais.
Ah, je te sors une exclue et je te sors mon téléphone et je te Ah fais, non, je te crois je sûr. te fais écouter la conversation entre Cédric et moi. Ah non, il n'y a pas de problème. Je fais un snap, enfin pas une story Insta, et quelqu'un me pose une question sur qu'est-ce que tu penses de Cédric Doumbé, la carrière de Cédric Doumbé. Ah, parce que c'est un mec qui est super clivant, il fait beaucoup parler. Hein. Bien sûr. Lui, ça, bah, comme tu disais par nous là, lui, c'est où tu le kiffes, Ou tu kiffes pas. détestes. Et je dis, écoute, Cédric, carrière très intelligente, son agent a bien géré sa carrière, et il a pris des combattants de son niveau, parce qu'il faut tout remettre dans son contexte. Ouais. Cédric Doumbé est une star mondiale du kickboxing, mais en MMA, il est rien. Donc il commence à zéro. Donc il prend des combattants qui commencent eux-mêmes à zéro. À son niveau, Même ouais. si il a un passif de kicker, le kick, c'est pas du MMA. Et donc son ascension, elle est fulgurante et elle est très bien maîtrisée. Et quand je mets cette story-là, il voit ma story et réagit à ma story. Ouais. Et il me dit merci frérot, barakallahu fik, patati patata. J'ai dit, tu sais frérot, je te dis ça, on est entre toi et moi. Je dis, tu sais que tu devais faire un combat à l'UFC Paris, et j'ai demandé à taper. Ouais. Donc toi, vas-y, donc ça répond là, tu le tapes, pour toi Non, tu le tapes. je le tape pas, je t'explique. Comme je te disais tout à l'heure, je ne suis pas un combattant bankable pour les grosses organisations. Ouais. Donc c'est-à-dire pour intégrer des grosses organisations comme l'UFC, il faut faire parler de soi. Ouais. Il y a quoi de mieux pour faire parler de soi que d'affronter le mec qui fait parler de lui-même? Bah ouais, tu m'étonnes. Donc du coup, je me dis quoi? Il n'a pas d'adversaire à l'UFC Paris parce que son combat il a été annulé. Personne ne veut l'affronter parce que tout le monde se chie dessus. J'ai rien à perdre. Je signe à l'UFC, je suis médiatisé, je gagne, tant mieux. Je perds, j'ai mon coup de com'. Ouais, tu donnes Lui- à ta carrière le tournant que tu as envie de lui donner. Voilà. Moi, ma carrière, j'aurais eu ce que j'aurais à faire et le résultat, il n'y a que Dieu qui décide. Tu vois Voilà. ce que je veux dire? Mets de toi dans ton fort Mais intérieur, si on parle vraiment. comme pour Jean Messia, comme pour Hanouna, est-ce Non, que non, tu le tapes? non, si on parle vraiment combattant, parlant, vraiment, celui qui dit qu'il tape Cédric Doumbé aujourd'hui en France, Il est fou. il est fou. Je te le dis, il est fou. Je pense pareil que toi. Non, Moi, il est fou, il est fou. Moi, Cédric Doumbé, j'aime beaucoup. Il est C'est fou. un personnage Allez, que- à la rigueur, peut-être, si j'arrive à le ramener au sol et à le bloquer, peut-être je peux avoir une chance. Mais regarde lui, dans ma c'est un phrase. très il y a excellent striker. Lui, il peut y a le garder à si. distance, hein. Dans ma phrase, il y a si et Ouais. peut-être. Ouais, Ça fait parce quand que même lui, beaucoup. c'est un très gros striker. Il connaît la distance, il sait la garder par À un rapport moment à donné, l'anglais. faut remettre, comme les Français disent l'expression française, il faut savoir remettre l'église au milieu du village. Ouais. Bon, alors là, écoute, jusqu'à maintenant, t'étais un peu hoche. Là, je crois pas que tu tapes, frérot. Moi, je veux que tu dises non, je tape pas. Ah, mais regarde, je te dis, Doumbé, je le tape pas, je le dis. Moi, frérot, j'ai pas d'orgueil. La mama. Ma mère? Ouais. Non, Ah, j'avais de la vie, c'est elle, elle te tape, hein. non, ma mère. Ma mère. Non, jamais. Ah, bah voilà. C'était Ouais, jamais. mon petite interview au chaos. Ma mère, tu sais quoi? Une fois, je rigolais avec elle, je te donne une anecdote. On s'est dit. Ah, j'aime bien les anecdotes avec les moments. Ma mère, c'est Mohamed Ali. Et je l'ai su quand? Une fois en voiture. On était en voiture, je crois que je rentrais du lycée, ou je sais plus, je rentrais d'où d'ailleurs, j'étais avec elle. On rigolait. Et dans ma famille, on aime bien vanner, on aime bien se vanner, t'as vu? Et je vanne ma mère. Et à un moment donné, je crois que je lui donne mal à la tête. 30 minutes de route où je la vanne, je pense qu'elle en a déjà avoir marre. Et elle me sort une phrase, pour moi, c'était la dahka de l'année. Elle me dit, arrête, sinon je vais te mettre un uppercut. Moi, ma daronne, je l'imaginais en train de me mettre un uppercut. Déjà, est-ce que tu l'imaginais seulement dire uppercut? Jamais. Tu vois ou pas? Même uppercut, je sais pas comment elle le connaissait ce mot-là. Ah, je vois le délire. Ouais. Gros, j'ai tapé un fou rire, le fou rire de l'année. Elle me dit, arrête de rigoler, je te jure, je vais te mettre un uppercut. Moi, je rigole. Elle m'a décroché un uppercut, frérot. Sur la tête de la mère, elle m'a calmé en 2 secondes. 2 secondes. J'ai Voilà. vite compris qu'il fallait Voilà, pas jouer tu avec vois. elle. Tu vois, là, il a champion du monde MMA, tout ça, mais il a trouvé quand même la personne. Non, ma daronne, qui est c'est ma daronne. Voilà. Intestable. Ma daronne, Intestable. ma daronne, je lui baise le front et je lui baise les pieds, à vie. Inch'Allah, bah ouais, c'est très important. Et donc là, aujourd'hui, tu avais un combat dernièrement qui a été Annulé. annulé. Ouais. Sur blessure. C'est ça. Tu étais blessé. Comment tu te sens, toi, aujourd'hui, physiquement? Bien, je suis bien. Et c'est partie remise. Là, ton prochain combat, tes projets. est-ce que tu J'ai peux nous plusieurs en dire un petit peu propositions. J'ai plusieurs propositions. J'attends les négociations avec mon agent et les organisateurs. J'attends de voir pour qu'on se mette d'accord sur le plan financier. Et voilà, il y a plein de choses qui font que. Il y a plein de choses qui font que pour l'instant, je ne peux pas accepter beaucoup de choses. Je suis bloqué sur pas mal de trucs, mais. Ouais, pour l'instant, j'attends. plus? Ouais, je vois à peu près de quoi tu parles. Il y a certaines choses dont on ne peut pas parler aujourd'hui Non. parce que tu n'en as pas le droit. Non, j'ai pas le droit. Pour l'instant, Mais j'attends. Pour l'instant, Je pense que j'attends. c'est- Je pense que c'est à ça que tu fais allusion. Ouais.
On en reparlera à l'occasion, dès que tu en auras le droit, dès que tu pourras le faire. Bien sûr. Tu sais que moi, tu as tout mon soutien. Merci frérot. Quoi qu'il arrive, tu as toujours été là pour moi, depuis qu'on se connaît. Et je serai toujours là pour toi. Merci mon frérot. Ça bougera jamais. Moi aussi, Et que hein. tu peux compter sur moi, sur John B, sur Casa, sur toute l'équipe qui est là. Tu sais qu'on est de tout cœur avec toi, frérot. Et avant de terminer, moi, je voudrais savoir, parce que voilà, tu as évoqué ta fille tout à l'heure, t'es père de famille. Comment t'imagines Sofiane Aissaoui dans 20 ans? Donc j'ai 31 ans, dans 20 Carrière ans j'ai accomplie. 51 Comment ans. tu te vois, toi, dans 20 ans? Dans 20 ans, j'espère ne plus être en France. Inch'Allah. J'espère vivre en Algérie, dans le pays, dans mon deuxième pays. Inch'Allah, notre pays. En fait, c'est beau et c'est triste en même temps, en fait. En fait, les réseaux sociaux, tout ce qui se passe, mes problèmes personnels, ce qui se passe en France, beaucoup de choses me donnent envie de partir de la France parce que j'ai pas l'impression j'ai pas l'impression d'avoir ma famille, mes proches. Moi, à la rigueur, je m'en fiche, mais j'ai pas l'impression d'avoir ma famille, mes proches en sécurité. Et C'est vrai que depuis quelques temps, le climat en France, il est assez délétère, assez anxiogène. ouais, mais même sans ça, et même sans je ça. peux T'as vu, comprendre. on parlait tout à l'heure des haters sur les réseaux. Sur les réseaux, j'ai été accusé de beaucoup de choses. J'ai été accusé quand même. C'est ce à quoi je faisais allusion. Ouais, t'as vu, on m'a accusé. Il y a aussi une histoire avec TikTok. Ouais, c'est pareil. C'est ça. TikTok. Est-ce que je peux en parler de Bien sûr, justement, TikTok j'allais enchaîner. Voilà, parce que sur TikTok, on t'a accusé d'avoir fait une arnaque à la cagnotte, en gros. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Bah, en fait, et sur quoi était basée la cagnotte? C'est même pas une cagnotte, on m'a accusé d'avoir escroqué des femmes. Des femmes qui auraient voulu avoir plus Ok. et qui n'ont pas eu plus. On m'a accusé d'avoir volé de l'argent. On m'a cité plein de noms, des noms de femmes qui sont venues sur les réseaux devant tout le monde dire que tout ça c'était faux. Certaines se sont amusées à porter plainte. Moi je leur ai dit portez plainte si vous estimez que moi je vous ai volé de l'argent. Portez plainte. Elles ont porté plainte, j'ai été convoqué au commissariat de police. Commissariat de police, après avoir réuni toutes les preuves par A plus B, comme quoi j'ai jamais volé cet Voilà, argent qui et que discréditait totalement leur dire. jamais pris un centime, ils ont épluché mes comptes, t'as vu? Ah bah oui. Le lendemain, le tribunal m'appelle et me dit affaire classée pour propos diffamatoires. Vous pouvez porter plainte, monsieur Aissaoui, si vous voulez. Ouais. Le problème, c'est que, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai les épaules pour ça. Ouais. Le problème, c'est que là, C'est les dommages collatéraux derrière. ouais, ma famille. fille, elle est pas dans les réseaux, donc on s'en fiche, elle a que 9 ans. Mais tu vois, j'ai une maman qui est très. Qui me soutient énormément. Ouais, donc elle regarde beaucoup ce que Elle tu fais, regarde ce et qui elle se entend. Et tu vois, quand elle arrive sur les réseaux, que les gens savent que c'est ma mère, parce qu'elle se cache pas. Ah, c'est la mère de l'autre. Je vois ma mère se faire insulter. Tu vois, je vois ma mère se faire insulter. Ouais, ça, c'est Je vois ma difficilement mère se faire menacer. J'entends des. Ma mère, elle entend des trucs atroces sur son fils qui sont faux et qu'elle sait qu'ils sont faux, parce qu'elle a les preuves par A plus B que c'est faux. Et elle a aucun moyen de vouloir défendre son fils, parce qu'elle fait son rôle de mère. Parce que dès qu'elle arrive sur les réseaux et qu'on la voit dans des lives ou des trucs comme ça, elle se fait insulter, injurier et on la bloque comme une malpropre. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, les gens, ils se lâchent plus, les langues se délient plus facilement sur les réseaux sociaux du fait qu'ils sont derrière leur écran, Ouais, bien sûr. ils se cachent et Ouais. ils balancent des trucs. Je vais te donner un exemple. Ça, c'est tout ce que tu dis, c'est vrai. Parce que tu vois, sur Instagram, il m'était arrivé la même chose il y a 3 ans, pendant le Covid. Des personnalités très connues, très très connues, que j'ai porté plainte contre eux. Donc on attend la suite des événements. Des personnalités vraiment très connues. Quand je te dis connues, c'est qui passent sur TPMP. Sportif, pas Pas sportifs, ouais. pas sportifs. Des chanteurs, des chroniqueurs, des personnalités publiques dans toute la France et tout. Et on en avait un. Tu peux le citer ou pas? Oui, je peux le citer. Un chanteur un chanteur. Ce qui serait un chanteur du groupe Tragédie. Ah ouais, ah ouais. Et donc sur les réseaux sociaux, parce que lui, voilà, il aime bien les femmes, il s'en est jamais caché, a voulu défendre une femme qui, soi-disant, j'aurais volé de l'argent. Ouais. Donc ils m'ont lynché, lui, la chanteuse La Rousseau, Stéphane Tapi. Ah ouais. Oh. On parle pas de petits noms, on parle de non. gros noms quand même. Ah ouais. Qui m'ont lynché. Pas la Rousseau pendant- et Tragédie, c'était
À l'époque des années bissextile. Bien sûr, Aujourd'hui, ouais, mais là, quand tu même, parles à la quand même. génération d'aujourd'hui, il n'y a personne qui Quand connaît. même, ça reste quand même des Ouais, non, mais personnalités ouais, après, ça reste des personnalités. qui m'ont lynché pendant des semaines et des mois. Et des mois en me faisant passer Mais pour un tragédie, voleur. il savait. Ouais, ils savaient tous. Mais ouais, c'est un ouf, lui. Pour au final, plusieurs mois après, cette meuf-là, qui a raconté de la merde sur moi, leur a fait la même phase. Ils ont fait des stories en disant, vous vous rappelez de l'autre, le combattant, le lion, machin, nanani, nanana, la roue tourne, voilà, la meuf, elle a fait ci, elle a fait ça. Et j'ai, t'as vu, il y a un bon Dieu quand même. Mais quand même, vous m'avez nuit pendant tout ce temps-là et vous avez nuit à ma mère, vous l'avez détruite, t'as vu. Ouais. Et ce mec-là, qui avait une grosse paire de cojones sur les réseaux sociaux, Ouais. je l'ai croisé à Lyon. Ah, ça, ouais, Je me balade dans Lyon, centre-ville, et je le vois en mode canard avec sa meuf. Il me dit, ma fille meurt à l'instant si je te mens. Il m'a vu, il a baissé la tête avec sa meuf et il est passé. Tu l'as pas interpellé, toi. Frérot, à partir du moment où tu fais le bonhomme et tu baisses la tête, pour moi, t'es plus un bonhomme. Qu'est-ce que je vais taper une fillette? Ouais, je vois. T'aurais été un bonhomme, tu m'aurais regardé droit dans les yeux, je t'aurais mis une claque de cow-boy devant ta meuf. Ok, le mec de tragédie, t'as compris, tu recommences plus, d'accord? Ah mince. Ok, et donc voilà, bah, hormis tout ça, Sofiane Aissaoui, dans 20 ans, tu le vois, au bled, Ouais, marié, Inch'Allah. Inch'Allah. Ah, franchement, avec mes problèmes, Oublie les problèmes, je te Non, parle. Dans frérot, 20 ans, dis-toi que dans 20 ans, il n'y a plus femme- de problème, frérot. ouais, dans 20 ans, Dis-toi qu'il n'y a plus de problème. Frérot, il me faut une femme solide. Il faut une femme solide. Il nous faut tous une femme solide. Non, frérot. Tu sais, aujourd'hui, je pars du principe où il n'y a plus d'hommes, mais il n'y a plus de femmes. Les femmes ont cette facilité de vouloir toujours critiquer l'homme, mais il faut aussi critiquer la femme. Tu vois? Les femmes d'avant et les hommes d'avant ne sont plus les hommes et les femmes d'aujourd'hui. Ouais. Les femmes n'arrivent pas à tenir leur rôle de femme. La femme veut devenir un homme. Et les hommes ont des cheveux longs. les hommes deviennent de plus en plus des femmes. Ouais, ils ont les cheveux longs. Qu'est-ce que tu veux faire? Les nombreux de Et, quartier, un et- jour. et quand tu arrives devant une femme, tu veux montrer que tu es un bonhomme, bah ça lui va pas. Parce que c'est une féministe et qu'il faut qu'elle est à l'égal de l'homme. Et puis du coup, si tu es trop gentil, puis tu fais un peu le mielleux. Ah mais ça m'intéresse pas un C'est homme un comme ça. canard, Moi, c'est un canard. il faut un homme de caractère, il faut un homme dur. Ah cousine, t'es bipolaire ou Ah bah après c'est la femme. Après c'est la femme, tu connais, elles sont constamment dans la contradiction. Ouais, Comme ça. tu vois, franchement. Et pour ce qui est des hommes, j'ai c'est pareil, c'est plus des hommes. Bien parce que- sûr. Parce que maintenant tu les vois, enfin la coupe de cheveux, tout ça. moi, Non, j'ai- la coupe de cheveux, ça Ah, va. moi j'ai du Écoute, mal avec ça. Bientôt, il y aura des embrouilles de quartier parce que l'autre, il n'a pas rendu le lisseur de l'autre. Frérot, écoute, je vais te dire un truc. Je connais des mecs, je connais des mecs de quartier. Jambi, t'as pas vu maintenant, ils ont des coups, frérot. Ils ont les cheveux plus soyeux que. Mais dis, je vais te donner un truc, la coupe de cheveux n'a rien à voir. Frérot, je connais des mecs, ils ont des cheveux longs. C'est des vrais bonhommes. Ouais, Et je connais des mecs, ils ont une autre coupe. Je parlais des cheveux longs, c'était pour la Neva, t'as vu. Ils se font passer pour des voyous, et c'est pas des voyous. Bah, il peut être voyou et homo, hein, Donc, après. on critique- t'as vu. bien sûr, mais on critique pas les cheveux longs. La preuve. C'est parce qu'on n'a pas de cheveux, c'est pour ça que Non, je dis moi, ça. non, attends, moi contrairement à toi, j'ai pas la calvitie, toi tu l'as. Ah, tu veux m'attaquer? Ah bah, gros, l'attaque. Regarde, après, t'as la calvitie, j'ai du bide, t'en as Ah, pas. on a c'est tous- ce que je on a veux dire. tous les deux du On a bide, tous c'est bon. T'as des chicots, il m'en manque, voilà, t'as vu, tu connais frérot. C'est pas... Enfin voilà, bah écoute, ça a été un réel plaisir de te recevoir, C'est un Sofiane. plaisir aussi. Vraiment, plaisir à chaque partagé. fois qu'on se voit, c'est un vrai kiff. Je te souhaite énormément de bonnes choses Merci. pour le futur, tu le mérites. J'espère, moi, te voir au PFL contre Cédric Doumbé. Cédric, si tu regardes cette émission... Attends, Cédric, s'il te plaît, si tu regardes cette émission, fais-lui un bon trash talk, chauffe-moi-le. Je veux voir ce combat. Cédric Doumbé, Sofiane Aissaoui, restez branchés la famille, c'est pour bientôt.